En explorant le sujet, je me suis demandé si l'effondrement aurait probablement pas lieu, ou sans doute pas lieu, ou peut-être pas lieu, ou tout simplement aurait lieu. Il y a même des moments où j'ai douté au point de rentrer chez moi dans ma famille en disant à tout le monde on plie les gaules, on fait les valises et on devient survivaliste parce que finalement les collapsologues ont raison et l'effondrement va avoir lieu. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité s'appelle Antoine Bueno. Bienvenue. Bonjour. Jusque nous, vous êtes essayiste, conseiller au Sénat, membre du comité éditorial de la revue des anciens élèves de Sciences Po à Paris. Oui, je confirme. Voilà. Et vous êtes auteur d'un livre de référence sur les Schtroumpfs. Oui, c'est vrai. Aussi, Oui, c'est vrai que là, ça campe le sérieux de l'invité, mais c'est vrai que j'ai aussi écrit un essai, une monographie des Schtroumpfs. Oui, ça peut vous aider. Oui, enfin, à comprendre le monde, ou les mondes, l'effondrement. Et vous êtes là pour nous parler d'un livre qui s'appelle « L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu » chez Flammarion, un titre volontairement incertain, et le mot le plus important, c'est « probablement ». Ah oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai tout au long de la rédaction hésité à l'utiliser parce que j'essaye d'être honnête. Et en explorant le sujet, je me suis demandé si l'effondrement aurait probablement pas lieu, ou sans doute pas lieu, ou peut-être pas lieu, ou tout simplement aurait lieu. Il y a même des moments où j'ai douté au point de rentrer chez moi dans ma famille en disant à tout le monde on plie les gaules, on fait les valises et on devient survivaliste parce que finalement les collapsologues ont raison et l'effondrement va avoir lieu. Et pourquoi, si l'effondrement allait avoir lieu, vous n'auriez pas écrit le livre ? Ah non, c'est pas ça, mais déjà j'aurais complètement changé de braquet, de titre. On parlait probablement du titre, mais enfin, si on est absolument convaincu que l'effondrement va avoir lieu, il y a plusieurs manières de réagir à cette certitude. L'une d'entre elles, c'est de préparer la suite et de préparer donc la survie dans un monde effondré. C'est en tout cas la démarche de tout ce mouvement qui est de plus en plus connu, qui a de plus en plus d'adeptes du survivalisme. Alors, votre livre parle beaucoup d'un autre livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Oui, c'est un livre excellent, d'ailleurs. Qui a eu beaucoup de succès, beaucoup de retentissement. Qui a eu énormément de succès, qui a une histoire un peu particulière d'ailleurs, parce qu'il a eu beaucoup de succès, pas tout de suite après sa sortie, ce qui est rarissime, ça n'arrive jamais dans l'histoire de l'édition. On appelle ça un long-seller. Voilà, long-seller, exactement. Ouais. Donc de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Et alors, il est important ce livre parce que, d'une certaine manière, il crée une discipline. Il nomme la collapsologie et les collapsologues, c'est-à-dire une approche inter- ou transdisciplinaire de la notion d'effondrement. Alors on reviendra, j'imagine, dans un instant sur ce qu'est l'effondrement. On va expliquer les mots de toute façon. Voilà, et donc c'est ça l'apport de ce livre-là. Donc il est très important par le succès qu'il a eu et par l'étiquette qu'il a créée, qui va bien au-delà d'une simple analyse, je dirais, disciplinaire. C'est devenu vraiment un courant important de pensée. Et donc mon livre, je dirais, se base sur celui-là pour en faire un contrepoint. Parce que, avec toutes les qualités que je reconnais à comment tout peut s'effondrer, je lui trouve aussi des limites et des défauts. Et c'est pour ça que j'ai voulu y réagir. La principale limite, qui est quand même très importante, c'est que comment tout peut s'effondrer, et la collapsologie de manière générale véhicule l'idée que l'effondrement est totalement inéluctable. Et moi, j'explique que l'effondrement est certainement, ou en tout cas probablement, possible, mais n'est certainement pas inéluctable, et peut-être même que ça n'est pas le futur le plus probable. Voilà, votre livre se positionne, dites-vous, entre les collapsologues et les libéraux pour désidéologiser le débat. Voilà, c'est exactement. Le premier but, effectivement, de ce livre, c'était de sortir de cette opposition stérile entre, d'un côté, on l'a déjà dit, des collapsologues qui nous disent « c'est sûr, tout va s'effondrer », il n'y a rien à faire, les carottes sont cuites, en un mot, et de l'autre côté, des libéraux. Alors, ils ne sont pas très puissants et très entendus en Europe, en France en particulier, mais aux États-Unis, oui. Et donc, c'est les libéraux, les transhumanistes, des gens qui nous disent non, mais en fait, ça va, tout va bien, et grâce au marché et à la technologie, on va tout à fait bien s'en sortir malgré la crise environnementale. Donc, moi, je suis vraiment c'est ni rassurisme parce que la crise environnementale est extrêmement grave et il faut absolument pas en minimiser les conséquences, ni défaitisme catastrophiste parce qu'on a des solutions à notre portée. Alors, c'est pas une discipline nouvelle, contrairement à ce qu'on pense.
Alors, la collapsologie. Alors la collapsologie, si, dans une certaine mesure, en tant que discipline, si, parce que en thématique alors. Voilà. Alors en revanche, l'effondrement, il faut bien distinguer l'effondrement de la collapsologie. La collapsologie, c'est à la fois un mouvement culturel et une approche de pensée interpluridisciplinaire. Donc ça, c'est relativement nouveau. Mais la notion d'effondrement elle-même, non, elle n'est pas du tout nouvelle. Elle date de même 40 ans. Donc on voit que c'est pas du tout nouveau. Elle date du rapport Meadows. En 1972, voilà. Tout augmente. Ça fait 50 ans. Le rapport Meadows du club de Rome, halte à la croissance. Alors, dans ce rapport de Rome, il y a un modèle informatique baptisé World 3, et on va voir que c'est important, parce que ce modèle a été réactualisé il y a encore peu de temps. Alors, que disait ce rapport en 72 ? Alors, effectivement, j'ai dit 40 ans tout à l'heure, mais vous m'avez corrigé, c'est 50 ans, parce que je ne sais même plus compter. Tout augmente. Tout augmente, voilà, c'était ça, tout augmente. C'est l'idée d'inflation, en oui, fait. Bien sûr, j'avais pas compris. Donc, effectivement, le rapport Meadows, il a plusieurs noms. Donc je vais les donner parce que comme ça permettra aux gens qui en ont peut-être entendu parler de se rendre compte qu'en fait ils connaissaient. C'est aussi le rapport au Club de Rome. Le rapport Meadows, c'est parce que 2 des 3 co-auteurs s'appelaient le Meadows, c'est Monsieur et Madame Meadows. On l'appelle aussi le rapport sur les limites de la croissance ou le rapport halte à la croissance, ça a été la traduction en français. Alors qu'est-ce que c'est que ce rapport ? C'est le Club de Rome qui est un club d'industriels. C'est pas du tout des anticapitalistes, des communistes, etc., des industriels qui saisissent une équipe de jeunes chercheurs du MIT, donc très prestigieuse et performante université américaine sur les nouvelles technologies en particulier, et qui leur posent cette question très simple, qui leur disent, vous allez me faire un rapport pour répondre à la question de savoir si on peut avoir de la croissance économique comme on l'a aujourd'hui. On est en 1972, donc il y a déjà une croissance très soutenue depuis le 19e siècle en fait, particulièrement soutenue au moment où on commande ce rapport. Et donc la question c'est jusqu'où il peut y avoir une croissance économique comme ça, jusqu'où on peut continuer comme ça. En sous-titre, en sous-texte, est-ce qu'on va pas rencontrer des limites écologiques, des limites d'ordre géophysique, des limites planétaires. Est-ce qu'il y a des limites à la croissance ? Et alors, pour répondre à cette question, les chercheurs du MIT font un truc que personne n'avait jamais fait avant. Ils utilisent ce que tout un chacun aujourd'hui utilise tous les jours, c'est un ordinateur. C'est la première fois qu'on crée un modèle informatique pour répondre à une question technique comme ça. Alors, quelle question technique ? Puisque là, on leur demande de modéliser le monde entier. Et donc, on crée le premier modèle au monde, c'est quand même historique, et ils l'appellent World 3. Alors, je ne sais pas pourquoi 3. World, on comprend facilement, mais je ne sais pas pourquoi 3. Et que dit le modèle ? Parce que vous savez, les machines sont bêtes et méchantes, et surtout, elles sont très têtues. Et ben, le modèle nous dit que dans presque tous les scénarios qui sont faits, parce qu'on fait plusieurs scénarios avec des paramètres différents. On dit par exemple, est-ce que la démographie va augmenter de temps ou de temps ? On change le paramètre. Est-ce qu'il va y avoir tant ou tant de ressources naturelles, par exemple ? On change les paramètres et donc on fait des scénarios différents. Et bien, dans presque tous les scénarios, ça produit des graphiques et on voit que les courbes des graphiques se cassent la gueule. Au début du 21e siècle. Alors, sur un graphique, c'est pas grave en fait. Une courbe qui se casse la gueule, ça fait pas mal. Mais dans le vrai monde, qu'est-ce que ça veut dire une courbe qui se casse la gueule ? Eh bien, le rapport Meadows nous dit que ça veut dire qu'au début du 21e siècle, si on continue la croissance comme celle qu'on a connue à partir au moment où on établit le rapport, eh bien, la production industrielle, au bout d'un moment, pour des raisons de limites géophysiques, des raisons de pollution, des raisons environnementales, la production industrielle va s'arrêter. Alors ça veut dire que la production de biens et services va s'arrêter. Mais ça veut aussi dire que la production alimentaire va s'arrêter. Et la dernière, ça c'est les courbes, les unes après les autres qui tombent. Et la dernière courbe qui se casse la gueule, je vous le donne en mille, j'allais dire Émile, mais non Philippe. Ah c'est bien, elle est bien Émile. Oui, mais bon, elle est bien. Ça rimait pas. La dernière courbe, c'est... Non, aux grosses têtes, vous êtes parfait. J'y suis déjà passé et ils m'ont pas réinvité, donc finalement c'était pas si bien que ça. Donc c'est peut-être que je te donne dans le mille Émile, peut-être daté. Alors oui, j'utilise énormément d'expressions des années 70, surtout quand je parle du rapport Meadows qui date de 72. J'essaye d'adapter mon champ lexical à mon sujet. Non, donc la dernière qui se casse la gueule, c'est la courbe de la population. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet effondrement de la production industrielle, parce que nous vivons tous, autant que nous sommes, en tout cas dans les pays développés, sous perfusion de production industrielle, eh bien, ça veut dire que l'arrêt de l'industrie implique des milliards de morts. La courbe de la population qui s'effondre, ça veut dire que tout d'un coup, les gens n'ont plus de quoi survivre dans ce monde, ils n'ont plus de médicaments, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus de quoi se loger, ils n'ont plus de quoi se chauffer, etc. Cet effondrement, c'est l'arrêt de l'industrie et c'est une
catastrophe humaine, pour ne pas dire humanitaire. Et c'est quoi la punchline du rapport ? La punchline, vous faites très bien de me la poser parce que elle m'a tarabiscoté, et le mot est faible, tout le temps de l'écriture du livre, c'est il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Ça paraît tellement évident que c'est très difficile, sans s'arracher les cheveux, de trouver des arguments qui prouvent le contraire. Et pourtant, quand on entre dans la complexité du sujet, on s'aperçoit que, même ça, c'est pas si évident que ça en a l'air. Bien. Alors, ce modèle de 72 a été actualisé par le chercheur Graham Turner. Et qu'est-ce qu'il a constaté sur ce modèle ? Alors déjà, premièrement, Graham Turner, il faut dire que c'est un type qui n'est pas forcément connu du grand public, surtout en France, mais c'est un scientifique australien qui est quand même très très connu dans la communauté des scientifiques. Et il a fait quelque chose, et ça c'est très surprenant, que personne n'avait fait avant lui. C'est qu'il s'est mis à confronter les données réelles du monde réel qu'on avait pu enregistrer depuis 1972 et au moment où il fait son étude, c'est-à-dire en 2008, donc entre 1972 et 2008, il se dit, est-ce que les projections qui ont été faites en 1972 par World 3 dans le rapport Meadows se sont réalisées dans les faits ? C'est-à-dire qu'est-ce que je fais coller les projections avec les chiffres réels ? Fact-checking. C'est exactement ça, du fact-checking. Alors, c'est quand même super surprenant, vu l'impact qu'a eu le rapport Meadows, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais pour moi, c'est un des documents les plus importants de l'histoire de l'humanité, en tout cas du XXe siècle, c'est sûr. Et ça a été le véritable acte de lancement de l'écologie politique. Juste rien que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a une place primordiale dans le débat public, dans les sociétés, dans l'affrontement politique. Tout le monde s'en réclame. C'est parti de là. Donc c'est vraiment pas rien. Et pourtant, personne n'avait fait cet exercice-là. Les concepteurs, les auteurs du rapport Meadows et les concepteurs de World 3 avaient amélioré le modèle, mais ils n'avaient pas fait ce travail de fact-checking. Donc il a fait une actualisation. Voilà, il a fait une actualisation, ouais. Et là, en tant qu'auteur, il me met dans la merde, parce que j'étais parti pour expliquer que l'effondrement n'aurait pas... Voilà. Ouais. Et il me met vraiment bien mal, puisque qu'est-ce qu'il trouve, Graham Turner ? Que, effectivement, les données réelles collent à ce qu'avait prévu le modèle en 1972, donc c'est dire la puissance du modèle, et plus précisément colle au pire de ces scénarios, c'est-à-dire le scénario business as usual. Donc la conclusion de Graham Turner est abominable, c'est que l'effondrement, comme disait un président de la République, c'est maintenant. Alors c'est maintenant, c'est pas forcément à l'année près, bien sûr, ça on s'en doute, mais pour lui, on est dans le scénario le pire. Follow the process. Voilà. Ouais. Heureusement, j'ai été sauvé par quelqu'un d'autre, peut-être que vous alliez m'interroger là-dessus. Par une femme qu'on connaît peu, et ça tombe bien, Antoine Bueno, puisque vous êtes notre invité jusqu'à 13h et vous êtes passionnant. Et c'est le premier book club d'Antoine Bueno qui est avec nous, qui publie L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu chez Flammarion. Comment il est arrivé là ? Il est venu là en métro. Mais parce qu'un jour, j'ai reçu un SMS qu'on m'a dit, tu devrais inviter Antoine Bueno, tu vas voir, ce gars-là est formidable. Je ne vous connaissais pas et je vous écoute et vous êtes formidable. Ah bah c'est gentil, là je bois du petit lait quand même. Oui, on va pas bouder son plaisir. Et l'émission n'est pas terminée, mais c'est vrai que vous avez l'art de rendre simple des choses qui ne sont pas forcément. On parlait de cette idée d'effondrement dont tout le monde parle aujourd'hui. Oui. Vous parlez de sa naissance dans un rapport en 1972 avec un modèle qui a été fait. C'est des étudiants du MIT qui ont fait ce modèle. Quelques années plus tard, en 2004, c'est ça ? Non, de nombreuses années plus tard, c'était en 2008. 2008, ouais. On en était là, du récit, effectivement. 36 ans après. Voilà, un chercheur, Graham Turner, confronte les prédictions, les projections de ce modèle aux données réelles et conclut que nous allons droit dans le mur, pour dire les choses simplement. Que le rapport de 72 avait raison. Et puis alors, deux travaux qu'on connaît encore moins, puisqu'ils ont encore été moins médiatisés que ceux de Turner, c'est ceux de Gaïa, et je vous laisse prononcer son nom. Branderhorst. Alors, effectivement, Graham Turner est assez formel. Il nous dit, le modèle du rapport Meadows a raison, on est dans le scénario business as usual, c'est-à-dire que depuis 50 ans, on n'a rien fait, on a continué à faire de la croissance économique sale, qui détruit, qui pollue, qui épuise les ressources. Et donc, là maintenant, la fête va être finie très très bientôt. Le système industriel va s'arrêter. Bon, là-dessus, il y a une jeune universitaire qui est, alors pour le coup, elle pas connue, alors que Turner dans la communauté est connue, qui s'appelle Gaïa Branderhorst, et qui a voulu seulement, avec une faible ambition, elle voulait seulement actualiser les conclusions de Turner.
C'est-à-dire que elle écrit en 2020. Et lui, ses conclusions, c'était en 2008. Donc bon, elle bénéficiait de données réelles supplémentaires sur à peu près une décennie. Elle avait 10 ans de réels en plus, voilà, de données enregistrées. Et donc, elle se lance dans cette actualisation. Non seulement elle a des données plus récentes, mais en plus, elle utilise des versions du modèle informatique qui sont plus modernes. Qui sont perfectionnés, alors que Turner, lui, avait utilisé la première version. Et à sa grande surprise, elle me sauve la vie, moi en tant qu'auteur, mais surtout, elle nous donne beaucoup d'espoir, puisque elle arrive à des conclusions bien différentes de celles de Turner. Elle nous dit le monde tel qu'il s'est développé depuis 50 ans, pourrait correspondre à 2 scénarios qui avaient été donnés par le rapport Meadows en 1972. Et c'est pas le scénario Business as usual, c'est 2 autres scénarios. L'un de ces scénarios, c'est un scénario qui s'appelle Business as usual 2. Alors la différence entre le Business as usual 1 et le Business as usual 2, c'est que dans le 2, on a à notre disposition beaucoup plus de ressources naturelles. Et ça peut expliquer pourquoi aujourd'hui, on ne perçoit pas de frémissement nous annonçant la fin du système industriel et donc l'effondrement. C'est que nous avons bénéficié, parce que la Terre est prodigue et parce que aussi la technologie permet d'exploiter toujours plus de ressources, nous avons bénéficié de plus de ressources naturelles que ce qu'on avait pu imaginer dans ce scénario Business as usual en 1972. Alors ça, c'est le premier des 2 grands scénarios auxquels les données réelles semblent donner raison. Et le deuxième grand scénario, c'est un scénario qui s'appelle Comprehensive Technology. C'est un scénario dans lequel on a développé... Vous pouvez traduire un peu quand même, parce que moi je vous dis pas, mais c'est vrai pour tout le monde. Donc ça Comprehensive Technology, ça pourrait être traduit par une technologie globale, c'est-à-dire une technologie englobante. C'est un scénario dans lequel on a pris en compte l'impératif environnemental grâce à la science et à la technique. Et donc on a développé un certain nombre de moyens qui nous permettent de réduire notre impact environnemental. C'est pas tout à fait ce qu'on observe dans le monde réel, et pourtant les données, certaines des données observées semblent y correspondre. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un peu dans un scénario et un peu dans un autre, surtout des scénarios si différents ? Ça veut dire que l'une des grandes limites, mais tout à fait assumée par les concepteurs du modèle du rapport Meadows et du modèle World 3, c'est de donner des indications globales. C'est-à-dire des variables pour le monde entier, et donc de ne pas du tout rendre compte, c'est pas son objet, des disparités. Et ben c'est ça que nous révèle l'étude de Gaia Brandehorst. Elle nous révèle les disparités du monde. Elle nous révèle qu'il y a un monde, le monde développé, le monde riche, le monde avancé, qui va vers le scénario Comprehensive Technology, c'est-à-dire technologie globale, et un autre monde qui va vers le scénario Business as usual 2, c'est-à-dire un scénario d'effondrement, mais avec des ressources plus abondantes. Donc, elle nous décrit un monde dans lequel l'effondrement n'aura peut-être pas lieu, il n'est absolument pas certain, mais surtout dans lequel les inégalités vont se creuser de manière vertigineuse. C'est pas du tout un monde sympa, hein. C'est pour ça que, en général, quand on me reçoit dans les médias, la première chose qu'on me dit, c'est le monde ne va pas s'effondrer, ouf, on est sauvé. Alors, attention, je suis pas du tout rassuriste, hein. Je dis pas que le monde de demain va être sympa, hein. C'est voilà, et encore moins que la crise environnementale. Vous êtes à un pont. Vous expliquez que vous êtes entre les deux. Voilà, exactement. J'explique qu'aujourd'hui, la notion d'effondrement est à la base de toute réflexion qu'on peut mener sur l'avenir. Parce que, encore une fois, et je vais vous redonner tout le schéma en m'incluant dans le schéma, vous avez d'un côté les transhumanistes et les libéraux qui nous disent ça n'aura pas lieu. Ça, c'est un scénario développé, mais à mon avis pas possible. De l'autre côté, les collapsos qui nous disent c'est sûr ça va avoir lieu, donc oui c'est possible, mais il n'y a pas que cet horizon-là. Et entre les deux, vous avez 2 voies théoriques qui se proposent à nous, et 2 scénarios, celui de la décroissance et celui de la croissance durable. Moi je me situe là et je défends, parce que je ne crois pas du tout à la décroissance, celui de la croissance durable, à condition de savoir de quoi on parle et ce que ça implique. Alors quand on parle de l'effondrement, on parle de l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Il convient de préciser déjà les termes. L'effondrement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est pas ? Alors, l'effondrement, je l'ai déjà dit, c'est l'arrêt de l'industrie. L'industrie, ça a commencé avec la révolution industrielle au 19e siècle. Et donc, selon
cette explication, la révolution industrielle et le monde industriel seraient une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, parce que pas durable sur le plan principalement environnemental. Et quand on nous parle de l'effondrement, on nous dit la parenthèse s'est ouverte avec l'invention de la machine à vapeur et Watt au début, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Et avec l'effondrement, et malheureusement ce sera brutal, cette parenthèse va se refermer au début du XXIe siècle. Et donc on va revenir... C'est ce qu'il faut dire, hein. C'est forcément brutal, c'est pas un processus long. Alors, c'est là qu'on entre dans la complexité, et je dirais presque, ça c'est complexité, c'est pour être gentil, aussi dans le flou de la notion, parce que, en principe, la notion d'effondrement et de collapse sont des notions qui impliquent une temporalité courte, c'est-à-dire que ça tombe en bloc, ça tombe vite. Mais la collapsologie, en s'apercevant que, en général, pas en général, mais en tout cas, souvent, les civilisations peuvent mettre beaucoup de temps à s'effondrer, a tordu le cou à cette définition initiale et élargi ses chakras, en admettant qu'il pouvait aussi y avoir des effondrements, ou qu'on pouvait se trouver dans le scénario d'un effondrement s'inscrivant dans le temps long. C'est ça qu'on fait une distinction entre l'effondrement catastrophique, court, et l'effondrement catabolique, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le temps long. Vous prenez par exemple l'effondrement de l'Empire romain. Alors d'abord, c'est quand on interroge l'histoire. Voilà, on va regarder ça, c'est encore un autre sujet. Les exemples qu'on a. Voilà. Mais est-ce que quand on parle de l'Empire romain, est-ce qu'on parle d'effondrement ? Alors ça, c'est une vraie question. Et moi, je suis pas historien, donc je vais pas y répondre. En revanche, je peux vous dire que, ayant lu pas mal de choses sur le sujet, il y a encore un débat. C'est-à-dire que c'est absolument pas univoque de savoir si l'Empire romain s'est effondré ou ne s'est pas effondré. Il y a un certain nombre d'historiens qui vous disent c'est une mutation progressive qui a conduit du Haut Empire au Bas Empire, au Moyen Âge, et donc il y a des éléments de continuité réels, d'ordre spirituel, d'ordre culturel, d'ordre géopolitique, etc., qui ont conduit de la puissante Rome du 1er siècle jusqu'à au 476, et ce qui est la date, disons, conventionnelle de la chute de l'Empire, et ensuite le Moyen-Âge qu'on connaît, etc. Donc on peut considérer, d'un point de vue historique, qu'il n'y a pas eu d'effondrement. On peut considérer l'inverse aussi, on peut considérer que oui, il y a eu un effondrement, mais que dans ces conditions, c'est plutôt un effondrement catabolique, c'est-à-dire un effondrement qu'on a daté à 476, mais encore une fois de manière totalement conventionnelle, mais qui en réalité est un processus qui s'est poursuivi pendant des décennies et des décennies, pour ne pas dire des siècles. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on peut se dire que les gens qui ont vécu cet effondrement, parce qu'ils s'inscrivaient vraiment dans le temps long, ne le savaient pas. C'est-à-dire que c'est ce que disent les collapsos, c'est-à-dire que nous pourrions aujourd'hui être en plein cœur d'un effondrement, et avec plein d'indices autour de nous qui bruissent, et c'est d'ailleurs à l'aune de cette idée-là que les collapsos lisent l'actualité. Ils vous disent, regardez, il y a une catastrophe, il y a la guerre en Ukraine, etc. Ils voient des tas d'indices de l'effondrement. Donc, effectivement, on pourrait être plongé là-dedans. Du point de vue de l'analyse historique, c'est pas délirant. Les gens qui vivaient en 350, ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient pas très loin avant ce qu'on allait imaginer être l'effondrement. En 450 même, peut-être qu'ils considéraient que les choses allaient perdurer de manière indéfinie, etc. Voilà. On peut ne pas se rendre... Ça, c'est un des grands arguments collapsos sur l'échelle de temps. Et c'est aussi pour ça que les collapsos bottent en touche à chaque fois qu'on leur demande quand va avoir lieu l'effondrement. Qu'est-ce que l'histoire, donc évidemment quand on s'intéresse et qu'on prend une vision historique de l'effondrement, a à nous apprendre, qu'on puisse utiliser aujourd'hui finalement? Alors pour être synthétique, je dirais que l'effondrement dont on parle aujourd'hui, l'effondrement environnemental, celui que redoutent beaucoup de gens, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, enfin plutôt des sondages qui ont été faits auprès des gens, des Français, des Italiens, des Américains, etc., pour leur demander, pensez-vous que la civilisation telle que nous la connaissons va prendre fin dans les années qui viennent? Et il y a une majorité de gens en Occident qui en sont persuadés. Alors, je réponds à votre question. Cet effondrement, si on le met en perspective historique, il faudrait admettre qu'il serait, s'il advenait, un événement inédit, qui ne s'est jamais produit avant. Alors, pourquoi ? D'abord, parce que on peut observer... C'est là qu'on peut citer Taleb. Si ça s'est jamais produit avant. Oui, c'est un signe noir. C'est un signe noir. Oui, ça peut être un signe noir. Voilà. Alors Nicolas Taleb, je dis ça parce que de manière... On parlait de livres de référence. Taleb, le signe noir, c'est vrai que c'est... Le signe noir voilà. et Antifragile
Oui. Et on verra pourquoi nos sociétés, Tout à fait. peut-être aujourd'hui complexes, ne sont pas antifragiles. Non, tout à fait, absolument. Donc, pour en revenir... oui, à je notre sais idée, plus où on en était. c'est quoi? On va faire une page de pub. Antoine Bueno est notre invité et on parle de l'effondrement. Antoine Bueno est l'invité du Book Club, essayiste, conseiller au Sénat et auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu aux éditions Flammarion. On était en train de voir finalement qu'est-ce qu'on pouvait tirer de l'histoire sur l'effondrement, qu'est-ce qu'elle nous apprend. Voilà. Alors, quand on jette un regard rétrospectif sur l'effondrement, déjà, il faut s'apercevoir que il y a une idée reçue qu'on a souvent en tête, qui est de dire que toutes les civilisations avant nous se sont effondrées, donc que forcément la nôtre va aussi s'effondrer. Il n'y a pas de raison qu'elle soit plus solide que les autres. Mais ça, déjà, c'est une idée fausse, parce que il y a beaucoup de civilisations avant nous qui ne se sont pas effondrées. Il y a des civilisations qui ont simplement muté, qui ont évolué. Par exemple, l'empire chinois, la civilisation chinoise, on ne peut pas vraiment dire qu'elle se soit effondrée. Encore plus près de nous, les civilisations européennes du Moyen-Âge, elles ne se sont pas effondrées. Elles se sont transformées pour aboutir à la modernité. Donc il y a plein, et je dirais même la plupart des civilisations ne se sont pas effondrées. Après, il y a un certain nombre de civilisations qui ont disparu, mais elles peuvent avoir disparu parce qu'elles ont été détruites. Être une civilisation qui est détruite, c'est pas une civilisation qui s'effondre. C'est pas du tout la même mécanique, parce que l'effondrement suppose qu'il y ait une cause interne, en fait, à la disparition de la civilisation. C'est-à-dire que la dynamique interne de la civilisation conduise à sa mort. Quand une civilisation est détruite, c'est un phénomène exogène, c'est-à-dire extérieur. Par exemple, un ennemi qui va détruire une civilisation. On connaît Delenda Carthago Est, c'est Rome qui dit Carthage doit être détruite. Elle gagne les guerres puniques et Carthage est rasée. Donc c'est vraiment une civilisation qui a été détruite. Ça peut être une destruction par un phénomène naturel, un tsunami, un changement climatique, environnemental globalement. Une pandémie ? Oui, ça peut éventuellement être une pandémie. Enfin, tous les scénarios sont envisageables. Donc, il y a plein de civilisations qui ont été détruites. Il y a plein de civilisations qui ont juste muté. Et puis, il y a des civilisations qui se sont effondrées. Sauf que là, on va avoir une difficulté supplémentaire quand on essaye de tirer des leçons de l'histoire pour l'effondrement éventuel à venir, qui serait un effondrement écologique. Et on va se demander, du coup, si dans l'histoire, il y a des civilisations qui se sont effondrées pour des raisons écologiques. Et comme il y avait un énorme trou sur cette question, eh ben, il y a un énorme livre qui a rempli ce trou. C'est le livre qui s'appelle « Effondrement » de Jared Diamond. Et sa problématique, c'était intégralement ça. C'était de dire, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire que des civilisations s'effondrent pour des raisons écologiques, pour des raisons environnementales? Alors lui, il dit oui. Mais déjà, en disant oui, il nous donne une liste de civilisations qui sont... des civilisations, l'archétype c'est l'île de Pâques, mais dans sa liste, il n'y en a pas beaucoup, déjà. Et ce n'est pas les civilisations les plus importantes. Voilà. Donc Pâques, déjà, c'est d'où ce que je disais tout à l'heure, c'est que si effectivement notre civilisation thermo-industrielle s'effondre, on devrait supposer que ça serait un événement sans précédent, un événement inédit, ne serait-ce que de par sa dimension globale, mondiale. Donc même avec le livre de Jared Diamond qui essaye de nous prouver qu'il y a eu des précédents dans l'histoire, il y a très peu de cas, et même ces cas-là, on peut les remettre en cause. Il y a, par exemple, sur l'île de Pâques, c'est le plus emblématique. Lui, il nous dit que les Pasquans, c'est-à-dire les habitants de l'île de Pâques, ont détruit leur forêt pour construire les moailles. Ces très grandes sculptures qui sont très impressionnantes. Et quand les Européens sont arrivés sur l'île de Pâques au XVIIIe siècle, ils ont trouvé une peuplade assez primitive, un peu hébétée, évidemment pas du tout évoluée d'un point de vue civilisationnel. Et ils ont trouvé en même temps ces sculptures très impressionnantes, qui pèsent des dizaines de tonnes pour certaines d'entre elles, qui font parfois des dizaines de mètres, qui sont des œuvres incroyables. Et à l'évidence, les gens qui voyaient là n'avaient pas pu construire ces sculptures. Et donc, ça a été un mystère. On s'est demandé ce qui s'était passé là et comment une telle civilisation avait pu émerger et pourquoi il n'en restait rien. Et donc, Jared Diamond nous dit, ces gens-là, pour fabriquer ces sculptures, sont rentrés dans une sorte de surenchère et ils ont détruit intégralement leur forêt.
et donc là, ils n'ont plus eu les moyens écologiques de survivre ensuite. Mais il y a d'autres interprétations, donc c'est pas unilatéral. Dès qu'on entre dans l'explication historique, on s'aperçoit que, c'est-à-dire que dès qu'on entre dans le domaine de l'humain, on s'aperçoit que les choses sont extrêmement complexes et qu'on a du mal à démêler les phénomènes exogènes, extérieurs à la civilisation, ou endogènes, intérieurs à la civilisation. Donc, finalement, cette recherche de l'effondrement, et en particulier de l'effondrement écologique, il apparaît grandement artificiel. Dans votre livre, vous élaborez 3 scénarios distincts, dont un, justement, s'inspire de la théorie de Diamond, hein, c'est le scénario de la panne sèche. Oui, absolument. Alors, les 3 scénarios voilà. Que vous distinguez. Alors, je vais revenir quand même à la base de ma démarche. Je vous disais que j'avais en fait 3 objectifs avec ce livre. Le premier, c'était de sortir de l'opposition caricaturale entre les collapsologues et les libéraux. Le deuxième objectif, c'est d'éclairer ce qu'est la collapsologie. Et en particulier, la mécanique par laquelle, si l'effondrement est possible, il pourrait advenir. Et en effectuant ce travail-là, j'aboutis à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à distinguer 3 scénarios d'effondrement possibles. Voilà. Mais 3 scénarios qui ont des causes différentes, qui ont des temporalités différentes et qui ont aussi des probabilités d'occurrence différentes. Alors, les 3 scénarios, c'est celui de l'arrêt cardiaque. C'est un scénario qui serait causé par la complexité du monde. C'est-à-dire que le système économique mondial est tellement complexe que un petit rouage pourrait sauter. Alors le rouage, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une grève, une grève des transporteurs routiers, hein, parce que c'est vrai que s'il n'y a plus de transport routier, eh ben, un pays, et par voie de conséquence, par effet domino, le monde entier pourrait tout d'un coup s'effondrer, pourquoi pas, ou une crise financière. Hein, ça c'est encore. Alors, il y a des exemples. Hein, vous dites le Venezuela. Oui, il y a plein d'exemples. Mais l'Argentine. On pourrait imaginer. On aurait pu imaginer que la crise des subprimes de 2008 engendre un arrêt cardiaque du système économique mondial. Voilà, c'est ça le scénario de l'arrêt cardiaque. Et moi, je n'y crois pas parce que justement, la crise de 2008, encore plus celle de la pandémie de Covid, prouve que le système mondial est extrêmement résilient. Le deuxième scénario, je crois que c'est celui sur lequel vous m'interrogiez. La panne sèche, hein, c'est parce qu'on est en train de parler de Diamond, ouais. Donc effectivement... La panne sèche, exactement. Ouais. La panne sèche, c'est un scénario qui soulève un problème majeur pour l'avenir. Je dirais presque... Enfin, c'est l'un des problèmes les plus importants, hein, qui est celui de la raréfaction des ressources. Donc, selon ce scénario, l'industrie ne peut plus se poursuivre, tout simplement parce que on n'a plus la ressource naturelle de base. Et la première ressource de base problématique, c'est le pétrole. C'est toute la problématique du pic pétrolier, c'est-à-dire du moment où on ne va plus pouvoir, parce qu'il n'y en aura plus tout simplement, produire chaque année plus de pétrole. Il faut quand même comprendre que depuis qu'on exploite du pétrole, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, moi c'est une idée qui me donne le vertige, c'est pour ça que je vous la livre, chaque année, on produit un peu plus de pétrole que l'année d'avant. Chaque année. Depuis 150 ans, quelque chose comme ça. C'est dingue, ça quand même de se dire ça. Et ben, le pic pétrolier, c'est le moment où, parce qu'on a épuisé la ressource, eh ben, ça plafonne et après ça décroît, c'est-à-dire on n'arrive plus à produire. Alors, les tenants de ce scénario de la panne sèche disent notre civilisation a été érigée sur des énergies fossiles. Beaucoup de charbon, un peu de gaz et énormément de pétrole. Donc, le jour où il n'y en a plus, bah, c'est fini. Voilà, c'est mécanique. Bon, y a plein d'arguments qu'on peut opposer à ça. C'est Mad Max. C'est Mad Max. Il y a plein d'arguments qu'on peut opposer à ça. Je dirais que la problématique centrale, c'est... il y en a 2. D'abord, il y a la question de l'offre et de la demande de pétrole. Parce que le pic pétrolier est un problème à partir du moment où la demande de pétrole continue d'être forte. Vous pouvez très bien imaginer que, pour de multiples raisons, la demande de pétrole diminue avant que l'offre pétrolière ne diminue elle-même. Donc là, le pic pétrolier, il est indolore. Il n'a aucun impact. C'est pas ce qu'il y a de plus probable, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que ce qu'il y a de plus probable, selon les projections, c'est que la demande continue d'augmenter, alors que l'offre ne pourrait pas suivre. Mais ça ne veut pas dire, le pic pétrolier, que du jour au lendemain, on n'a plus de pétrole. Ça veut dire qu'on ne peut plus suivre. Ça veut dire qu'on en a encore, mais qu'à un moment donné, il y a un gap, un delta, entre l'offre et la demande. Et ça porte un nom, hein, c'est quelque chose qui est connu, ça s'appelle un choc pétrolier. Donc que le pic pétrolier engendre un ou des chocs pétroliers, ça, c'est très probable.
Mais que ça entraîne la fin de notre civilisation, c'est beaucoup moins probable parce que chaque choc pétrolier implique de manière dynamique des réactions, donc un ajustement de la demande de pétrole, etc. Et donc par ajustement progressif, on peut s'en sortir, d'autant plus que la vraie problématique, et là j'y arrive, c'est est-ce qu'il y a un substitut énergétique au pétrole ? Et la réponse c'est non. Oui et non. Ben oui et non, c'est plus compliqué que ça. Non, parce que le pétrole c'est de la balle, c'est juste génial, il n'y a rien de mieux. Oui, parce qu'on peut mettre en place, c'est ce qu'on essaye de faire, un système énergétique bas carbone qui produira moins d'énergie et principalement de l'énergie électrique. Et en revanche, qui serait capable, en produisant moins d'énergie, d'en produire suffisamment pour nous permettre de continuer d'avoir de la croissance économique. Alors, dans votre livre, vous introduisez une notion qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le TRE. Ah oui, alors je ne pensais pas qu'on rentrerait, mais effectivement... Mais non, c'est vous dites qu'il y a des alternatives, mais combien elles coûtent ? C'est en fait ce dont vous parlez, le TRE, c'est le taux de retour énergétique, c'est-à-dire combien on dépense d'énergie pour en récolter combien. Pour faire bien comprendre aux gens, quand il suffisait aux États-Unis de mettre dans le sol un coup de pioche pour exploiter du pétrole, le TRE du pétrole, c'était 1 pour 100. Ça veut dire que j'étais obligé de dépenser un baril de pétrole et j'en récoltais 100. Aujourd'hui, c'est 15. Donc vous voyez la différence. C'est colossal. Alors, on est pressé par le temps, donc c'est pour ça que on nous montrait les éoliennes. Là, une éolienne, c'est un TRE de combien ? Alors ça dépend des éoliennes. C'est un TRE de mémoire 8-9, quelque chose comme ça. Alors le solaire, c'est pareil, il y a eu beaucoup de progrès sur le solaire et on est passé autour de 11-12, voilà, mais ça dépend des panneaux, ça dépend des technologies, etc. Il y a eu d'énormes progrès sur les renouvelables en termes de TRE, c'est une variable absolument clé, mais le meilleur TRE qu'on ait, c'est le nucléaire pour l'instant. Voilà. Et or, la question c'est, il faut un TRE de combien pour faire de la croissance économique, c'est-à-dire continuer d'augmenter le niveau de vie des populations. Donc il y a des études qui ont été faites qui montrent que effectivement il y a un plancher. En dessous d'un taux de retour énergétique donné, on va avoir du mal à faire de la croissance et là on entre dans un monde décroissant, un monde qui un peu s'effondre, qui se casse la gueule. C'est une notion qu'on sera obligé de prendre en compte au moment du remplacement. Mais l'info la plus importante, puisqu'on est pressé par le temps, c'est de dire qu'aujourd'hui il faut avoir une boule de cristal pour affirmer les yeux dans les yeux sans trembler du menton qu'un système bas carbone transitionné ne permettra pas de faire de croissance parce qu'il aura un TRE trop faible. On ne le sait pas, donc il est tout à fait possible que même si ce système-là produira moins d'énergie que le pétrole, parce qu'on fera jamais rien de mieux que le pétrole, il en produira suffisamment pour continuer d'avoir de la croissance économique. Antoine, on parle du troisième scénario pour terminer, se quitter sur ce scénario. C'est le pire, le scénario de la cocotte minute, c'est-à-dire le scénario du réchauffement climatique. Et là, effectivement, c'est vrai que si on ne prend pas la mesure du réchauffement climatique, là, je suis d'accord avec les collapsologues. C'est le seul moment où je suis vraiment d'accord avec eux. Notre civilisation ne pourra pas y survivre, mais même au-delà de notre civilisation, toute partie de l'humanité serait condamnée par une augmentation des températures qui s'emballerait, un phénomène de réchauffement qui deviendrait incontrôlable. En revanche, il y a encore des choses qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est une transition, mais ça on le sait, mais rares sont les gens qui ont l'idée très claire, une idée très claire de ce qu'est cette transition, et surtout de ce qu'elle implique en termes de changement du monde, parce que c'est un changement global. Ça, c'est pareil, c'est une idée qui m'est extrêmement chère, c'est de dire que le développement durable, et donc la transition menant au développement durable, c'est pas un scénario business as usual, c'est-à-dire que c'est pas un scénario où on ne fait rien, c'est un scénario qui est tout aussi révolutionnaire que le scénario de la décroissance ou que le scénario de l'effondrement, parce que c'est un scénario qui suppose de tout remettre à plat et de tout changer. Mais cette transition, on peut la mener, c'est une transition énergétique, donc changer les énergies fossiles, les troquer contre principalement de l'électricité, une transition agricole, parce que l'agriculture est à la fois victime du réchauffement climatique et a une part de responsabilité colossale aussi dans le réchauffement, donc passer d'une agriculture intensive industrielle à de l'agroécologie sans baisse des rendements. Et troisièmement, une transition que j'appelle industrielle, qui est le passage de la circularité à la linéarité. Et ça, tout ça, pour mettre en place ça, c'est énorme. Je pense qu'on va mettre en place une partie de cette transition, mais pas complètement. Et que du coup, pour éviter un emballement du phénomène du réchauffement, on aura tôt ou tard recours à de la géo-ingénierie. Voilà, la boucle est bouclée et la suite est dans votre livre. L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu. C'est chez Flammarion, c'était le book club d'Antoine Bueno. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Antoine, et passez un très bon dimanche sur Beurre FM.